Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Ce matin, plusieurs députés issus du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine ont rendu publique une déclaration dans laquelle ils dénoncent l'ingérence du ministère de l'Intérieur dans les affaires de leur parti, tout en martelant que Nouma Oumarou n'est plus militant du modèle FA Lumana. Le résumé de cette déclaration avec Ali Cissé Ibrahim et Sadou Doumi. Suite aux correspondances adressées au Bureau politique national du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine par le ministère de l'Intérieur, 21 députés au titre de ce parti se sont réunis pour exprimer leur désapprobation à l'endroit de la manière dont le ministère de l'Intérieur cherche à s'immiscer dans la gestion interne de leur parti. Nous, parlementaires au titre du modèle FA Lumana, ci-dessus cités, découvrons avec stupéfaction la désinvolture avec laquelle le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses traite les questions qui relèvent de la gestion interne de notre parti, rigoureusement réglées par la charte des partis politiques et les textes fondamentaux que nous nous sommes souverainement donnés. Notre indignation est d'autant plus grande que le ministre au nom duquel le secrétaire général Ider Adamou signe était chef de parti, qui a eu directement à traiter avec fermeté et de manière irrévocable des dossiers similaires au sein de son propre parti lorsque, même après une décision de justice, il refuse de réintégrer des militants du dit parti exclu. De plus, les députés issus du parti Lumana ont relevé un certain nombre d'incompréhensions avant de marteler qu'Oumar Nouma n'est plus militant du modèle FA Lumana pour ensuite préciser ce qui suit. Dès lors, comment comprendre et accepter cette posture du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses, après que le Bureau politique national du modèle FA Lumana ait décidé en toute régularité d'appliquer ces textes à un de ses membres, qu'il notifie par note d'huissier sa décision à l'intéressé, qu'il accepte par son silence. Comment comprendre et accepter cette posture du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses lorsque tous les actes liés à cette situation ont été transmis avec clarté et de manière irréfutable au dit ministère. Comment disons-nous comprendre et accepter que par rapport à tous ces faits populaires, de vérité, de bonne foi et de droit incontestable, on traite notre parti et ses légitimes représentants de la sorte? Nous, députés, 1. Réaffirmons notre solidarité, notre loyauté et notre fidélité au fondateur de notre parti, son Excellence Hama Amadou. 2. Apportons notre soutien indéfectible au Bureau politique national et à son président par intérim, Tahirou Seydou Dipak 20. 3. Dénonçons avec la dernière énergie les 2 poids 2 mesures dont est victime le moderne FA Lumana Africa. 4. Mettons en garde l'ex-militant Oumar Nouma contre toute usurpation de qualité. 5. Demandons au Bureau politique national de prendre toutes les dispositions pour empêcher ce mercenaire de parler ou d'agir au nom du parti. Enfin, les députés au titre du parti moderne FA Lumana espèrent que les principes sacro-saints de l'administration publique, de légalité, de neutralité, d'impartialité, de sincérité seront désormais scrupuleusement respectés par le ministère en charge de l'ordre public. Le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger a organisé hier dans l'après-midi le 2e numéro du débat public sur le processus électoral en cette période de situation sécuritaire fragile. Ont pris part à ces débats les représentants des 3 bords politiques, un représentant de la CENI et un représentant de la société civile. Le compte-rendu avec Ismaël Moumouni Moussa et Ibrahim Abdou. Quelle élection au Niger dans un contexte d'insécurité? C'est le thème du 2e débat citoyen initié par les réseaux des radios et télévisions indépendantes du Niger, RETIN. Les invités ont longuement débattu sur ce sujet d'actualité.
Un débat qui n'a pas laissé indifférent le public. Ça ne m'a pas du tout convaincu. Et moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'ils puissent se cramponner sur les thèmes et que de ne pas manifester qu'ils sont là pour les partis politiques, mais qu'ils sont là pour l'intérêt du Niger. En se basant sur les argumentations des uns et des autres, on a comme l'impression que aujourd'hui nos hommes politiques sont plus intéressés par l'organisation des élections dans le pays que la question de l'insécurité. C'est qu'en tant que citoyen, effectivement un patriote, la première question qui devrait intéresser un homme politique, c'est de savoir est-ce qu'il y a la nécessité de la tenue ou la non-tenue des élections pendant la crise sécuritaire. Voilà ce qui a manqué à nos hommes politiques, comme toujours. Il faut remercier et saluer les initiateurs. Ça, ils sont à saluer. Mais en dehors je pense que j'ai pensé pouvoir assister à un débat fricté, mais finalement, je me retrouve plus. Parce qu'en fait, les gens ne font pas la promotion de la réalité. En fait, les gens ne partent pas aux profondeurs de la réalité. Parce que ça parle sur les élections à travers l'insécurité. En fait, c'est ça la question qui devrait en tout cas préoccuper les gens. Mais les gens font ce qu'on appelle kamakami. Les gens font du coq à l'âne. En fait, ils devraient en tout cas saisir l'opportunité pour pouvoir relever les insuffisances effectivement qui vont en tout cas être des intérêts pour les élections. Les participants au débat rétorquent également. Les élections vont se dérouler, Inch'Allah, avec le chronogramme de la CENI, quitte maintenant au pouvoir exécutif d'apporter la correction nécessaire par rapport à la situation sécuritaire. Il s'agit ici, au pouvoir exécutif, d'assurer la sécurité des personnes et des biens pour que ce processus-là puisse connaître quand même une fin heureuse. Donc ce débat-là, c'est ce qu'il faut d'ailleurs multiplier pour participer en tant que citoyen quand même à la réussite de ce processus électoral. Parce que si vraiment ils veulent me convaincre, il va falloir qu'on nous donne la parole. Et si on ne veut pas nous donner la parole, c'est que nous ne sommes pas convaincus. On n'a pas pu dire ce que nous pensons, nos suggestions, nos questions qu'on peut poser aussi. On a fait économie de la présence des étudiants à ce débat. Nous ne sommes pas contents. C'est pourquoi nous sommes même sortis dehors pour montrer notre mécontentement. D'accord, et on a fait tout un collège pour venir ici. On nous a pas permis de nous exprimer, de dire notre opinion. Voilà, c'est vraiment agaçant et qu'on est fâchés. Vraiment, ils doivent revoir leur manière de faire. Ils ne peuvent pas nous inviter et nous refuser de la parole. Ce n'est pas possible. On n'est pas là juste pour occuper les places vacantes. Donc vraiment, ils doivent revoir leur manière de faire. On constate que le représentant de la majorité maîtrise bien le système, le processus électoral qu'est le représentant de la CENI. Et je ne peux pas comprendre cela. Donc, on constate et on voit clairement, et ça dessine à l'horizon, que le système électoral, le processus électoral est piloté par la majorité. L'intégralité du débat sera diffusée à la même heure, simultanément, dans toutes les chaînes de radio et télévision. Membre du RETIN, une organisation fêtière des radios et télévisions indépendantes du Niger. Le médiateur de la République et le représentant de contrepartie internationale au Niger ont procédé ce matin à la signature d'un mémorandum de partenariat au siège de la médiature de la République. Ce mémorandum, fruit de la coopération fructueuse entre le Niger et l'USAID, vise à appuyer techniquement et financièrement la médiature de la République afin d'aplanir les divergences et autres conflits dans le pays. Le résumé avec Adamou Soumana et Cheikh Guissou. Cette cérémonie solennelle est à inscrire en lettres d'or dans l'agenda des activités de la médiature de la République. Elle marque le retour en force de l'Agence américaine pour le développement international aux côtés de l'État nigérien. L'USAID appuie ainsi par ce acte qui se veut une signature de mémorandum de partenariat l'institution de la République en charge des médiations. Ce mémorandum, au-delà de matérialiser votre volonté commune à collaborer et coordonner vos efforts, jette pour l'USAID les jalons d'un partenariat vise à promouvoir d'une part la cohésion sociale par la facilitation du dialogue entre l'administration et les acteurs socioprofessionnels et d'autre part à contribuer positivement
positivement à l'amélioration de la qualité de l'offre de services des secteurs sociaux de base et en vue d'une satisfaction des besoins prioritaires des citoyens. Prenant la parole à cette occasion, le médiateur de la République n'a pas manqué de souligner le contexte dans lequel intervient ce partenariat. Le Niger est dans un contexte tout particulier, celui de la dégradation de la sécurité dans plusieurs régions du fait des attaques terroristes et celui de la recrudescence des tensions entre les communautés. Dans les deux cas, il s'agit de violences qui mettent à mal le service public. Parce que dès qu'il y a une insécurité, ce dernier est paralysé et dans certains cas, on ne peut plus parler d'un service public qui peut fournir. En marge de cette cérémonie, le représentant de Contreparts International, partenaire de la médiature, a tenu à relever les attentes à travers la signature de ce mémorandum. Entre autres, premièrement, c'est la capacité pour nous d'avoir un partenaire très engagé, ce que nous n'en doutons pas. Dans le cadre de notre accompagnement, nous avons des structures de citoyens que nous appelons des CVC, des comités de veille qui sont sur le terrain, qui travaillent déjà à l'amélioration de la gouvernance, à la création d'espaces de dialogue. Nous avons appris avec le médiateur que déjà au niveau régional, il y a de la représentation. Donc nous voulons continuer un travail avec ceux-ci pour assurer que les citoyens aient un espace de dialogue et d'échange avec le gouvernement. Ça, c'est la première attente. La deuxième attente pour nous, c'est d'être capable d'être à l'écoute de la médiature pour que les éventuelles difficultés et contraintes qui sont rencontrées dans l'exercice de leur mandat puissent être discutées avec nous et qu'on puisse apporter le soutien nécessaire. Le dernier, c'est comme tout partenariat, c'est d'avoir un cadre qui nous permette de l'améliorer au fur et à mesure qu'on le met en œuvre. Cette assistance de l'Agence américaine de développement international USAID à la médiature de la République via le partenariat avec Contreparts International vient à point nommé car elle permettra sans nul doute de faire face aux crises multiformes que connaît le pays. Autre aspect de cette édition, le monde entier a célébré le 26 janvier dernier la journée internationale des douanes. Quelques jours plus tard, la douane nigérienne célèbre cette journée sous le thème préoccupations socio-économiques, sanitaires et environnementales. Le résumé de la rédaction. Des fils, des filles, pleurant de chaudes larmes. C'est par ce poème dédié à la mémoire des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ de bataille contre débuter les activités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des douanes. Cette dernière est célébrée pour commémorer la session inaugurale du Conseil de coopération douanière qui eut lieu le 26 janvier 1953. Elle vise également à rendre un hommage aux agents des douanes qui travaillent pour la prospérité des peuples et le bien-être collectif. L'édition 2020 de cette journée est dédiée aux préoccupations socio-économiques, sanitaires et environnementales sous le slogan « La durabilité au cœur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète ». Du reste, pour l'administration des douanes nigériennes, ce thème vient à point nommé quand on sait les multiples efforts qui sont menés par le gouvernement pour assurer la protection de l'environnement. Étant présente tout au long des frontières, la douane est tout naturellement préoccupée à empêcher la circulation des produits nuisibles à l'environnement. En effet, nos actions concrètes sur le terrain en faveur de la protection de l'environnement sont circonscrites au contrôle des importations portant sur les produits interdits tels que les gaz à effet de serre et les objets non biodégradables définis par la loi. Cette journée particulière pour les douanes permet de souligner l'action douanière dans l'environnement durable car les douanes sont des administrations transversales auxquelles n'échappent l'économie, la société et l'environnement. L'action des douanes en faveur du développement durable tire son fondement de l'application des prohibitions
conformément à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction signée le 3 mai 1973 et à la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone du 22 mars 1985. Cependant, la protection de l'environnement et la promotion durable requièrent des finances publiques saines et robustes. C'est pourquoi je vous engage davantage à redoubler d'efforts pour la réalisation de votre mission fiscale pour une mobilisation encore plus accrue des recettes internes. Au cours de cette célébration de l'édition 2020 de la Journée internationale des douanes, la douane nigérienne a décerné des certificats de mérite à plusieurs personnes physiques et morales qui ont rendu d'éminents services à l'administration des douanes, dont l'élève douanier qui a composé et chanté la chanson du défilé de la fête du 18 décembre dernier. Il faut noter que cette édition 2020 a été saisie par la douane nigérienne pour faire un don de vivres aux familles des douaniers décédés en service commandé entre 1999 et 2019. Ouverture ce matin à Africa Hall d'un atelier d'échange et d'enrichissement du document de l'étude sur la faisabilité de la mise en place d'un observatoire du foncier rural. Un atelier organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Le compte rendu avec Ariette Salah et Alid Bourema. Dans le cadre du processus participatif d'élaboration de la politique foncière rurale du Niger et du suivi des recommandations des États généraux sur le foncier rural, le Code rural du Niger, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, organise ce présent atelier d'échange sur l'Observatoire sur le foncier rural afin de lancer le processus de sa mise en œuvre et de son opérationnalisation. Il s'agit au cours de cet atelier de discuter et d'enrichir l'étude sur l'Observatoire sur le foncier et proposer un plan d'action pour son opérationnalisation. C'est pourquoi le secrétaire permanent du Code rural a expliqué les biens fondés de cet observatoire. Vous savez que nous sommes parallèlement dans la logique de l'élaboration des schémas d'aménagement foncier au niveau des différentes régions. Tous ces éléments nécessitent un observatoire. Et l'observatoire a pour mission justement de s'assurer que les vocations des différents espaces sont effectivement respectées. Et pour cela, il va falloir avoir un comité, un collège constitué des différents acteurs. Il va falloir qu'il y ait la prise en compte des intérêts de tous les acteurs, le droit de tous les acteurs, quel qu'il soit, pourvu qu'il ait intérêt à l'exploitation du foncier rural et des ressources naturelles. Donc la mission de cet observatoire consistera justement à s'assurer que la vocation de ces différents espaces et le respect de notre environnement est assuré. Alors c'est pourquoi il est très important justement d'avoir un cadre d'échange afin qu'on s'assure que la mission qui est assignée à un observatoire est bien comprise et que cette mission peut être confiée à des personnes dignes de foi. Pour le président du comité chargé de conduire le processus d'élaboration de la politique foncière rurale du Niger, la mise en place d'un observatoire sur le foncier rural est d'une importance capitale car il sera un instrument de prise de décision. À travers donc ces assises, nous sommes en train de penser à l'après-adoption de cette politique foncière, c'est-à-dire sa mise en œuvre, puisque l'observatoire qui est envisagé d'être mis en place, un observatoire multi-acteurs, est pour nous un outil de prise de décision. C'est un outil d'information des autorités et un outil de décision pour leur permettre d'agir en connaissance de cause, puisque la politique foncière, c'est tout un arsenal de règlements. Si ces règlements ne sont pas respectés, il va falloir donc en tout cas intervenir. Et l'autorité ne peut intervenir en tout cas utilement que quand elle est éclairée. Donc nous pensons que cet observatoire va jouer ce rôle d'informer en tout cas le politique, les autorités pour pouvoir bien agir en tout cas dans l'intérêt des usagers du foncier rural. Donc, ce séminaire regroupe des membres du comité technique, les représentants des ONG, des partenaires techniques et financiers et les représentants du CESOC.
Comme chaque mercredi, place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique judiciaire. Elle traite cette semaine le thème la peine de mort, un thème développé par Maître Moustapha Nepi. Très bonne réception et au revoir. La peine de mort, en réalité, ce n'est rien d'autre que la peine capitale. C'est l'extrémité de la peine qu'une juridiction puisse prononcer ici au Niger. Depuis l'avènement de l'indépendance, donc juste au sortir de l'indépendance en 1971, lorsque le premier code pénal a vu jour au Niger, code pénal qui a été pratiquement calqué sur le code pénal français. Donc, dans ce code, il y a autant de dispositions qui condamnent ou qui prévoient des peines de mort. Donc, au début de l'indépendance, cette peine était appliquée tant bien que mal, parfois au gré du politique, parce que, pour rappel, au-delà de la prononciation, du prononcé de la peine, pour qu'une peine de mort puisse être exécutée, il faudra que le président de la République signe l'acte. Il faut que le président de la République donne son autorisation. Au-delà de tout ce qu'on connaît comme aspect juridique, comme aspect judiciaire, le juge prononce une peine. Si la personne n'est pas d'accord, la personne peut, par exemple, en matière criminelle, lorsque la cour d'assises prononce une peine de mort, la personne a le droit de former un pourvoi contre cette décision. Donc, en cas de pourvoi, la décision, selon les circonstances, peut être cassée par le juge suprême ou confirmée. Et si c'est cassé, on revient au niveau d'une autre cour, de la cour d'assises, mais maintenant autrement composée. C'est pour vous dire que c'est après tout ce processus de recherche de vérité, lorsque toutes les voies de recours sont épuisées, là, la décision devient ce qu'on appelle exécutoire. Et c'est à ce moment que le président de la République peut, par décision, autoriser l'exécution de la peine de mort. Et selon le code pénal, c'est un peloton qui sera mis en place, ce qu'on appelle un peloton d'exécution. Et c'est la vérité judiciaire, en fait, qui permet d'ôter la vie à une personne. On va dire, mais comment se fait-il que de l'autre côté, l'État qui protège la vie, de l'autre côté, retire aussi la vie? Bon, c'est la loi, malheureusement. Mais là, la question qu'on se pose, depuis un certain temps, le commun des mortels se demande, mais est-ce que cette infraction existe? La question a droit de citer, parce que les dernières exécutions au Niger remontent dans les années 70. Donc, une juridiction peut prononcer une peine de mort, mais si le président de la République, qui est un homme politique, ne donne pas son autorisation, cette peine ne peut être exécutée. Parce que c'est son autorisation qui autorise à mettre en place le peloton d'exécution qui va exécuter cette peine. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un processus qui est là. Et le code pénal, depuis un certain temps, a certes changé. Par exemple, en 2003, si j'ai bonne mémoire, la révision fondamentale de 2003, parce que si vous vous rappelez, en 2003, il y avait eu autant de criminalité, particulièrement à Niamey. Il y avait des vols suivis de viols, surtout ce phénomène-là. Donc là, particulièrement en 2003, le législateur a révisé le code pénal. Et la révision fondamentale, c'est que maintenant, le vol suivi de viol est assorti de peine de mort. D'autre part, c'est pour freiner les délinquants, mais est-ce que cette peine peut freiner les délinquants? Donc aujourd'hui, l'entretien portera sur la peine de mort et c'est une manière de porter à la connaissance des uns et des autres que cette peine existe toujours dans notre ordonnancement juridique. Parce qu'à regarder juste le code pénal, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de 20 infractions. Je vous dis bien plus de 20 infractions pour lesquelles une personne peut se retrouver dans ce cadre. Par exemple, pour ceux qui, si une personne est poursuivie pour un mouvement insurrectionnel,
donc mouvement insurrectionnel, quelqu'un qui a le dessein ou qui a déjà engagé un processus de déstabilisation d'un régime légalement établi. Le meurtre, par exemple, d'un magistrat, d'un fonctionnaire citoyen chargé d'une mission de service public, par exemple pour le crime de génocide, pour le crime contre l'humanité, pour la castration, le meurtre accompagné ou suivi d'un autre crime, l'enlèvement d'un mineur, s'il a été suivi de la mort du mineur, l'aliénation de la liberté de plusieurs personnes, le vol précédé ou suivi de viol. Il y a le vol commis avec violence, ayant laissé des traces de blessures ou de contusions. Il y a le détournement d'aéronef, suivi de mort de plusieurs personnes. Il y a le meurtre d'une personne jouissant de la protection diplomatique. Il y a l'attentat terroriste à l'explosif ayant entraîné des morts. Tout ça, c'est des infractions pour lesquelles la peine de mort est prévue par le législateur. Et de l'autre côté aussi, il y a par exemple le détournement de deniers publics. Lorsque le montant dépasse 200 millions, c'est la peine de mort que le législateur a prévue. C'est pour vous dire que cette peine existe depuis longtemps. Mais seulement, c'est le défaut d'exécution qui fait en sorte que les gens ne sont pas toujours informés de la situation. Et à côté de l'existence de cette peine, le commun des mortels ou des gens, il y a une mouvance qui se demande, mais est-ce que cette peine est constitutionnelle? Nous, par exemple, ou je dirais moi, par exemple, je fais partie de ces gens-là qui pensent que cette peine est inconstitutionnelle. Parce que de l'autre côté, il y a l'article 12 de la Constitution qui dit que toute personne a droit à la vie. Nul n'a le droit et l'État a l'obligation absolue de la protéger, de protéger la vie de la personne. Mais de l'autre côté, dans le code pénal, qui se trouve être des normes inférieures à la Constitution, il y a cette peine de mort. Mais là, on a eu l'occasion de présenter cette question à la Cour constitutionnelle. Et la réponse de la Cour, c'est que le droit à la vie, consacré par l'article 12 et l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, impose à l'État non seulement de s'abstenir de donner arbitrairement la mort. C'était ça en fait. Donc pour le juge suprême, en l'espèce la Cour constitutionnelle, c'est que l'État se donne juste le droit ou disons l'obligation de ne pas donner arbitrairement la mort, mais également de prendre des mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes placées sous sa juridiction. Donc, pour le juge suprême, toutes les fois que c'est dans un procès, dans un cadre bien déterminé, qu'une juridiction décide d'ôter la vie à la personne, donc en l'occurrence condamner la personne à mort, c'est conforme à la Constitution. Et de l'autre côté, on nous dit qu'il y a l'article 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est ratifié par le Niger, qui dit, je vous cite, « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. » Ça, c'est le point 1 du dit article. Le point 2 nous dit, dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves. Donc, on se retrouve dans une situation où de l'autre côté, on dit que tu as droit à la vie, l'État a l'obligation de protéger ton droit à la vie. Et de l'autre côté, on se retrouve dans une situation où on dit, dans certaines situations, pour les cas des crimes les plus graves, on peut ôter la vie à la personne. Mais là, la question qu'on doit se poser, et c'est une question fondamentale, parce que là, c'est une convention internationale. Qu'en est-il de cette convention internationale et de la Constitution? Parce que on se retrouve dans une situation où c'est comme si, bon, il y a des normes internationales qui sont là, ratifiées par le Niger, mais de l'autre côté, on est là, comment faire? Et pour rappel, en 2014, plus précisément en octobre 2014, le Parlement nigérien a eu à adopter un moratoire tendant à l'abolition de la peine de mort.
Donc ce moratoire veut juste que les États s'engagent à ne pas exécuter les sentences de peine de mort. Mais déjà, nous, je le disais depuis les années 70, le Niger s'était retrouvé dans une situation de non-exécution des peines de mort. Parce que depuis fort longtemps, vous allez vous retrouver dans une situation où des personnes ont été condamnées à mort, mais le président de la République décide, de par son pouvoir discrétionnaire, qui est celui de gracier les gens, il décide de commuer les peines de mort en emprisonnement à vie. Si vous prenez par exemple le décret de remise de peine, c'est le décret de 2016, à l'article 3 du dit décret portant remise gracieuse de peine, que tout individu qui, à la date de la signature du présent décret, est condamné à la peine de mort par décision judiciaire devenue définitive, verra sa peine commuée à l'emprisonnement à vie. L'autre alinéa, tout individu qui, à la date de la signature du présent décret, est condamné à la peine d'emprisonnement à vie par décision judiciaire devenue définitive, verra sa peine commuée à 30 ans d'emprisonnement. Donc c'est pour vous dire que, de l'autre côté, les juridictions appliquent la loi, qui est parfois dans certaines situations de condamné à mort. Les juridictions prononcent ces peines de mort. Et si la décision est devenue définitive, le seul recours, c'est que le président de la République peut, de par son pouvoir discrétionnaire, permettre à la personne de se retrouver dans une situation où la peine ne sera pas exécutée, où on commet ça à peine d'emprisonnement à vie. Et si la personne a de la chance, les années à venir, par d'autres décrets, la personne peut se retrouver dans une situation de condamnation à une peine de 30 ans. Donc, vous allez lire le décret de 2016, le décret de 2017 portant remise gracieuse de peine, le décret de 2018 et le décret de 2019. Tous ces décrets portant remise gracieuse des peines parlent de commutation de peine de mort à peine d'emprisonnement à vie. C'est pour vous dire qu'on est dans une situation où la loi est là, mais que faire? Parce que, pour rappel aussi, la peine de mort, l'objectif, c'est de dissuader les délinquants. Mais depuis un certain temps, les statistiques des études criminologiques ont démontré que la dissuasion ne porte pas assez de fruits. Parce que la preuve, beaucoup d'États américains aujourd'hui se reculent pour l'application de la peine de mort. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs judiciaires qui se commettent dans cette situation. Et c'est un chemin de non-retour en fait. Parce que si aujourd'hui on décide d'exécuter une peine de mort, et si demain on voit la vérité, parce que n'oublions pas que c'est la vérité judiciaire. Et si demain on trouve la vraie vérité, qu'allons-nous faire? C'est des situations qui se sont posées, dans plusieurs situations. On s'est retrouvé dans une situation où une personne a été condamnée à mort, la peine a été exécutée, mais par la suite, on s'est retrouvé avec la vérité. Et on est déjà dans un chemin de non-retour parce que la peine a été exécutée. Donc c'est pour vous dire que... Et de l'autre côté, surtout avec nos États où parfois l'appareil judiciaire ne répond pas aux attentes des standards internationaux. Donc vraiment, nous pensons que le processus est déjà lancé parce que le simple fait d'adopter un moratoire tendant à la non-exécution de la peine de mort, ça reste juste un pas tendant à l'abolition de la peine de mort. Et dès que la peine de mort sera abolie, toutes les dispositions que je venais de vous citer là, qui existent dans le code pénal, qui sont plus de 20, seront caduques et voire révisées.